of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back. Morant. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. It's video. We're playing video. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport en France dans un nouveau numéro de Hype. On est présent le mardi exceptionnellement cette semaine, live Twitch, donc n'hésitez pas à réagir aussi sur ce réseau social pour pouvoir échanger et interagir avec nous. On va faire une émission autour des Lakers, on va beaucoup parler des Lakers parce que ça se passe pas très bien cette saison, en tout cas ce début de saison, et puis on va aussi parler peut-être d'un retour d'un joueur qui est hype. Zion Williamson est sur le terrain, ça se passe plutôt bien pour lui, on va voir si ça peut durer et puis en quoi il peut avoir un impact pour les Pelicans. Et pour m'accueillir pour m'accompagner dans cette émission, on va accueillir justement Paul Roger. Salut Paul. C'est moi-même, et écoutez, merci. Oui, c'est toi-même. Je suis ravi de retrouver un revenant, une star du cinéma qui nous rejoint. Star du cinéma, ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On va tout de suite l'accueillir. On va changer de bord et on va accueillir. Je ne veux pas l'accueillir, lui. il n'aime pas lui. Frédéric Weiss, l'acteur. Comment il va? Ça va très bien. Je suis ravi d'être là. Ça fait plaisir de voir un hype enfin un mardi, qui est une belle journée le mardi pour faire du hype. Tout à fait. Donc je suis ravi. L'abbé Pierre, plus de 700 000 entrées. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se passe plutôt bien. C'est plutôt correct. Je pense qu'on vise 2 millions, ouais. Ouais. Tu vas changer de carrière du coup. Consultant, acteur. J'aimerais, mais à mon avis, avec mon physique disgracieux, ça va être difficile. Bon, ça a l'air de marcher Je en ne tout suis cas. pas mon collègue d'en face qui est magnifique. On te voit d'ailleurs. Très très grand physique pour un film. Donc ça peut marcher finalement. De faire 2 mètres 20 et d'être oui, mais casté. je pense que je serais plus videur de boîte que le beau gosse qui séduit toutes les meufs, à mon avis. Mais on peut se tromper. Tant que la porte s'ouvre, après on fait son chemin. On va en parler d'ailleurs en fin d'émission, reconversion des sportifs de haut niveau, ça va être un de nos thèmes. On va accueillir un homme très fan de LeBron James avec nous, plutôt bien vêtu aussi, avec un beau t-shirt. Comment vas-tu, Rudy? Ici, j'ai pas vraiment d'amis, hein. Donc je vais passer le bonjour à un vrai ami. Vas-y. Donc Picasse, bonjour, hein, qui est l'auteur de ce beau tableau qui est à l'origine de ce superbe t-shirt. Hein. Pippen, Chicago représente, Libron, ou comme tu veux. Libron. LeBron. Et Pippon, il va bien. Bon alors, lançons cette émission, sinon je pense qu'on va vite vriller. On va vous présenter un livre. L'histoire du basketball, c'est fait par Basket Rétro. Donc voilà, le livre. Très bon livre. Un vrai résumé. Si vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'offrir un magnifique bouquin pour connaître un petit peu l'histoire du basket et les liens du basket avec les Jeux Olympiques, c'est ce livre qu'il vous faut. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Ça retrace quasiment 100 ans d'histoire avec des interviews de sportifs qui ont participé donc à ces Olympiades. Donc voilà, c'est pas mal. On peut vous montrer quelques images ici. Hop là. Le livre disponible chez les éditions, non, ID Éditions. Voilà. La petite promo est faite, on avance. Sans transition, on va parler NBA tout de suite. L'actualité des Mavs, des Dallas Mavericks, avec donc le propriétaire Mark Cuban qui a décidé de vendre la franchise. Mark Cuban qui s'était rendu propriétaire de cette franchise dans les années 2000, même en 2000 pour être très précis, acheté 250 millions. Je crois que la cul de but est énorme. Il la revendrait, c'est quoi, 3,5 milliards de dollars. Ouais, mais il resterait quand même dans le truc. Il serait DG déjà, donc il resterait sur le cadre du sportif. Il ne vendrait pas toutes ses actions non plus. Il serait minoritaire, mais il aurait encore des actions. Il aurait pu le vendre encore plus cher. On parlait de 4,5 milliards de dollars à la base. Mais comme il reste en place, voilà. Fortune estimée à plus de 6,5 milliards de dollars quand même, Mark Cuban. Juste un mot sur son temps en tant que propriétaire des Mavs avec toi. Fred, 2000-2023, titre de champion NBA en 2011 avec Dirk Nowitzki, un proprio un peu fantasque, coutumier de pas mal d'amendes pendant son règne. Comment peut-on qualifier justement la présence de Mark Cuban en NBA? Pour moi, c'était un fan. C'est un fan milliardaire, mais un fan quand même. Il aime les joueurs, il aime être avec eux, il aime son équipe vraiment, foncièrement. Et je pense que s'il se retire de ça, c'est parce qu'il a des ambitions politiques, semble-t-il. Ouais. Et que 3 milliards, ça fait toujours du bien pour faire une campagne de politique. Mais il se retire aussi parce que, à un moment, je crois qu'il vivait que pour ça. Hein. Donc, je pense qu'il va se retirer petit à petit. Comme on disait, il est encore DG, donc il va encore avoir des décisions à prendre. Et il va en prendre encore quelques-unes par rapport à l'équipe. Mais petit à petit, il va se retirer tranquillement. Et je crois qu'il va voguer vers d'autres cieux, sachant qu'il a été très bon. Et on est quand même...
si on doit citer 2 mecs, on doit citer Nowitzki et Doncic, évidemment, parce que c'est les joueurs qui ont été les moteurs, les joueurs majeurs des équipes qu'il a eues. Moi, c'est un mec que je respecte forcément, parce qu'un mec aussi riche, qui aime autant ça et qui est tellement fan, je trouve ça cool. Très passionné, on le voit là au bord du terrain, quelques images, toujours très proche de ses joueurs et de son équipe. Où est-ce qu'on peut le placer dans la hiérarchie des meilleurs propriétaires de l'histoire de l'NBA? Moi, j'ai 2 noms à vous sortir, il y en a peut-être d'autres que vous pouvez me donner, mais Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls, époque Michael Jordan, et peut-être Jerry Buss aussi, le regretté Jerry Buss qui était propriétaire des Lakers, à époque Magic Johnson des années 80 et après. Est-ce que c'est un proprio qui peut se ranker parmi ces noms-là ou pas? Alors pour moi, c'est pas pareil, parce que Jerry Buss, c'est quelqu'un qui a créé des choses, qui a inventé les pom-pom girls, entre guillemets, qui a inventé Showtime, qui a permis au Showtime de se développer à Los Angeles, et le propriétaire des Bulls. C'est pas lui qui décidait sportivement, vraiment. On a l'impression que Cuban, c'était au-dessus, parce que lui, il faisait un peu tout. Alors, bien sûr, il était accompagné et aidé dans ses choix, mais on avait l'impression que son poids sportif était important aussi. Alors que, mis à part Jerry Buss, justement, il n'y avait pas trop de propriétaires qui s'impliquaient autant que lui. Je sais pas, c'est à part pour moi, vraiment, Mark Cuban. Rudy ou Paul moi sur Jerry. Pour moi, Jerry Buss est tout en haut, évidemment. Ouais. C'est une question rhétorique. On parle quand même de 10 titres de champion, et ce n'est pas des titres acquis dans les années 60. Oui, mais en plus, pionnier un peu, justement. Oui, complètement. Et comme tu disais, qui a voulu ramener le Showtime, qui a voulu ramener un jeu attrayant, et donc Magic, Worthy, Jabbar, etc., Kobe, Shaq. Donc, évidemment, il est tout en haut de la pyramide, si je puis m'exprimer ainsi. Tu peux, pas de souci. Voilà, on voulait faire un mot quand même sur Mark Cuban. On le précise, il reste quand même dans l'organigramme et il aura quand même des fonctions sportives. Et on va parler. Il a utilisé le mot rhétorique, c'est pas ce que ça veut dire. Il va le faire, il va le faire. Mais pour moi, c'est péremptoire. Mais alors, ça veut dire que c'est parallèle par rapport au sol, quoi. On attend encore la sémantique. Ça devrait arriver, non? Peut-être. Bon, peut-être. Ça n'interdit rien, en tout cas. Bon, tout de suite, dans le d'accord, pas d'accord. Allez, on se fait un petit d'accord, pas d'accord autour de la course au Rookie of the Year, donc le meilleur débutant de la NBA. 2 noms émergent. Le joueur d'Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, qui vient d'être élu d'ailleurs Rookie du mois en NBA, et notre Wemby national, qui s'efforce de sortir perf après perf avec les Spurs. C'est un peu compliqué, une série de défaites, des perfs justement individuelles pas toujours régulières. Un mot déjà avec toi, Fred, tu l'as commenté peut-être sur Bein. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison à Victor? Oui, quand même assez incroyable. Alors, il est dans une équipe catastrophique avec Sohan en meneur. Déjà, c'est un peu affreux à regarder. Mais lui, il fait le taf. Alors, oui, il prend trop de shoot. Oui, il n'a pas une bonne sélection des tirs. Mais c'est quand même encore un rookie de 19 ans. Il ne faut quand même pas non plus lui tirer dessus à boulet rouge. Je pense que quand même, on peut être satisfait d'avoir un Français qui, lors de ses 17-18 premiers matchs, est à 20-10 quasiment, et avec 2,7 contre en plus. Mec fait le taf. Il y a bien sûr du progrès à faire. Le problème, c'est que la concurrence, elle est très très rude avec Chet. Alors, le progrès, il se situe où pour toi? Parce que Vincent Collet a fait un passage dans NBA Extra il y a quelques semaines. J'étais là aussi, je suis là tout le temps en fait. Voilà, tu y étais. Parler un peu peut-être de la sélection de tirs. Est-ce que c'est ça aussi peut-être? Oui, bien sûr. Mais après, ça se comprend aussi, parce que dans son équipe, il y a quand même des gros croqueurs. Ouais. Et parfois, ils ne le servent pas suffisamment bien. Donc, il sait qu'il a la pression, qu'il doit marquer des points. Et c'est vrai qu'on a plusieurs Français qui sont à la NBA qui ne vont pas forcer les tirs, et ce n'était pas une bonne chose. Donc concrètement, il doit forcer au début pour montrer qu'il est là, que c'est le franchise player. Mais c'est vrai qu'on préférait que sa sélection soit meilleure. Je la comprends, mais c'est vrai que dans l'absolu, je pense que ça pourrait être meilleur. Bon, la comparaison entre les rookies fait rage, donc les deux, Chet Holmgren et Wemby, ça fait parler aux États-Unis, notamment des anciens joueurs, notamment Gilbert Arenas, dans son show, Gil Arena, qui comparait justement les deux joueurs. On écoute Gilbert Arenas et on va essayer de se poser la question de savoir si on peut être d'accord ou pas avec lui. One is 19, one is 21. What did the 21-year-old look like when he was at 19 years old, right? I can tell you this, he wasn't in the NBA averaging 19, right? Now, at 21, we see what Chet looks like. What the fuck is Wemby gonna look like at 21? 2 more years. What is Wemby gonna look like at 20? That's who you're gonna judge Chet against, right? You're judging him against an older player now. At the same age, when Wemby gets to 21, who is he gonna be? Is he gonna be averaging 17 and 10?
Or is he going to be averaging about 25, 26, and 12? It's not even going to be a comparison. They're not even going to be on the same planet. Because at 19, when they both was 19, they're not on the same planet. Right. One was in high school, college, playing that style. One is in the NBA. They're not on the same planet right now. We're just judging it because they're both rookies. We're not looking. You got to take age as a factor. One is in the NBA with all this pressure. The other one was getting into college. Gilbert Arenas qui choisit le critère de l'âge pour différencier les performances des deux joueurs. Donc Shelton Graham légèrement plus âgé que Victor Wembanyama, et puis avec pas une saison de plus, mais drafté une saison plus tôt que Victor. Est-ce que c'est un critère qui s'entend, l'âge? C'est sur ça, messieurs, que je voudrais qu'on s'entende, et puis après on va développer, bien sûr. Est-ce que le critère de l'âge évoqué par Gilbert est un critère objectif? Non, enfin, c'est pas un critère pour l'attribution du titre de rookie de l'année. L'âge n'a rien à voir dans ça, c'est la saison en cours. Ouais. Certes, Chet a eu le temps de s'habituer, de s'entraîner avec ses coéquipiers, de prendre sa place dans l'effectif pour tout de suite performer dès sa première saison rookie, parce que c'est que cette année qu'il foule les parquets. Donc c'est factuel, c'est sûr qu'à 21 ans, aujourd'hui, à 21 ans, normalement, Wemby sera plus fort que ce qu'il est à 19 ans. C'est factuel, mais rien ne le dit. Dans le monde du sport, tout est possible. Donc voilà. Mais si on doit prendre justement les critères pour l'attribution de rookie, ça n'a rien à voir. L'âge n'a rien à voir. Et aujourd'hui, Chet est bien plus, en termes de stats, c'est quasiment kiff-kiff, mais il est plus performant en termes de pourcentage au shoot, ce qui fait qu'il passe légèrement devant. Et aussi sur la performance collective, son équipe est troisième à l'ouest, pendant que Wemby caracole au fin fond de la ligue. Donc voilà, moi je suis pas d'accord avec Arenas sur son analyse, en tout cas sur l'âge, mais moi je suis plus sur la performance individuelle. Paul? Oui, bah écoutez, c'est le début de saison, j'ai envie de vous dire. Donc on va pas tirer des conclusions. Alors là on parle d'un titre de meilleur rookie du mois uniquement. Oui. Donc on jugera. Alors ça c'est notre angle, mais celui d'Arenas, il valide un peu justement les progrès ou l'évolution des joueurs avec un critère d'âge. Et comme le dit... il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Voilà, exactement. Et comme le dit justement Rudy, quand on voit par qui ils sont entourés, c'est incomparable. Je veux dire, si Wemby jouait à OKC, qu'est-ce que ça donnerait avec des tels joueurs à côté? Alors que, bon, là c'est vrai que quand tu as Sohan à la main, c'est quand même très particulier. Donc moi je pense que Wemby va continuer à monter en puissance, même si malheureusement il est amené à faire un peu du hero ball, c'est-à-dire à vouloir tout faire tout seul, et parce qu'il est très mal entouré. Donc, mais est-ce que ça va impacter le titre de rookie de l'année? Est-ce que c'est vraiment... Parce que lui, il veut tout gagner, quelque part. Mais est-ce que le titre de rookie de l'année, c'est vraiment une priorité pour lui? Je ne sais pas. Bon, c'est un homme de record, qui est quand même, avant de débuter sa carrière NBA, qui a dit qu'il voulait absolument avoir le plus de records possible et gagner le plus de matchs, et gagner le plus vite possible. Donc j'imagine que passer à côté de ce titre, ça pourrait faire tâche dans un CV plus tard. C'est un point de passage. Un point de passage, en tout cas. Fred, on l'a vu jouer en Betclic. Oui. Face à des hommes expérimentés, responsabilisés, etc. Est-ce que quand on est un joueur de Betclic avec les responsabilités qu'il a eues, finalement, on ne gagne pas plus vite en maturité et finalement, ses 19 ans peuvent peut-être en valoir 20, 21, là où un Chet Holmgren a joué aux États-Unis, peut-être contre une opposition peut-être un peu moins élevée, sachant qu'il n'a pas joué l'an dernier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce nivellement-là qui peut être un critère, quoi? Si, tu peux considérer effectivement que quand tu joues contre des adultes, tu progresses plus vite parce que finalement, c'est des vrais professionnels en face de toi qui jouent leur vie, qui jouent leur salaire, qui jouent leur famille. Donc forcément, ils sont un peu plus concentrés, plus durs, plus techniques, plus prêts au combat en tous les cas. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comparer les deux parce que Chet, il triche un peu quand même. C'est-à-dire qu'il est plus vieux, il a 2 ans de plus, oui. D'accord? C'est sa première année. Oui. Donc, concrètement, toute l'année dernière, il a vécu la NBA, il sait comment ça fonctionne, il s'est entraîné avec ses coéquipiers. Voilà, déjà, il triche pour la 2e fois, et pour la 3e fois, parce que son équipe, l'équipe qu'il y a autour de lui, c'est une vraie équipe de basket. Mais malgré ça, donc il prend 5 shoots de moins que Wemby, qui Wemby met 1,7, je crois, de plus. Donc concrètement, c'est pas très rentable, d'accord? Ouais. Et il a le ballon dans les mains. Donc il a le ballon dans les mains, il perd des ballons. Il perd 3 ballons et demi par match aussi, Wemby. Donc dans ses décisions, il n'est pas toujours bon. Effectivement aussi, certainement, parce qu'il est mal accompagné. Ça, je peux l'entendre. Mais quand je regardais les pourcentages de victoire l'année dernière, OKC, c'était 48% de victoire. D'accord? Ce qui était plutôt correct.
Sauf que là, depuis que Chet est arrivé, alors pas que évidemment, hein, mais ils sont à 68%. Donc lequel des deux a fait plus progresser son équipe? Chet. Bah Chet. Donc Chet a des meilleures stats en termes d'efficacité et de rendement. Oui, D'efficacité et de rendement. bien sûr. Il fait plus progresser son équipe. Pour l'instant, pour moi, à l'instant T, bah, c'est Chet qui est le rookie de l'année. Hein. Alors, on À continue. l'instant T, encore une fois, ça peut Non, bien évoluer. sûr. Continuons sur cette discussion. J'ai l'impression quand même que le projet OKC est un projet plus abouti, et notamment dans la complémentarité des joueurs. Paul disait que Wemby, des fois, devait être l'initiateur de certaines actions et les finir, là où Chet profite quand même d'un travail de Shai Gilgeous-Alexander et des arrières qui lui permettent d'être le joueur excellent que l'on voit. J'ai une question pour toi. Vas-y. Une vraie question. Dans les équipes, où sont les meilleurs scoreurs en général dans les ligues? Dans les équipes de haut de tableau, où le temps est partagé? Ou dans les toutes petites équipes, où justement, tu as un go-to-guy qui va avoir le ballon tout le temps? Alors, Réponds-moi. Bah, j'ai une réponse, c'est Maintenant. la deuxième option. Mais si... Donc la probabilité qu'il marque plus de points est complètement logique, en fait. c'est un joueur dépendant des autres. Alors Bah, maintenant, c'est pas je comme veux ça bien qu'on l'a qu'on vendu. Ah complète- non, je suis pas d'accord avec toi. Je veux bien C'est pas qu'on comme ça complète l'a ton vendu. option avec le fait que tu sois un joueur arrière avec la balle dans les mains pour pouvoir scorer plus facilement. Il joue quel poste, Wembanyama? Parce que depuis le début, on annonce que Wembanyama est capable de monter le ballon, est capable de jouer tout seul, de prendre le rebond et directement d'aller scorer. L'annoncer et le Donc on m'a faire. menti. L'annoncer et le faire, il y a 20 matchs de NBA. Donc on m'a menti. Donc qui m'a menti? Je sais pas. Ouais, allez-y, messieurs. Non, mais après, il a tout à fait raison, Fred. Et c'est la seule fois où je vais être d'accord avec toi. Mais quand il dit justement qu'il prend 5 shoots supplémentaires par match, ça veut dire qu'il a le ballon. On est en train de dire, ouais, peut-être qu'il n'a pas le ballon comme Non, Chet. non, mais Il a le ballon. C'est ses choix qui sont pas... Mais avoir le ballon Ah, c'est pour bon. finir et pour créer, c'est pas la même chose. Bah, il l'a soi. dans les deux cas. Mais attends, il crée quoi? Il ne fait pas plus de passes que Chet? C'est ça. C'est-à-dire qu'avec moins de ballons, Chet, il fait autant de passes, il met quasiment autant de points, parce que concrètement, 1,7, alors qu'il y a 5 shoots de moins, c'est énorme, et il prend quasiment autant de rebonds. Il y a un rebond d'écart. Donc forcément, alors ce que tu peux me dire, c'est sur le contre, à la limite. Sauf qu'il a 2,2 quand même, Chet. Hein. Ouais. Donc concrètement, Oui. j'ai pas un truc qui me fait dire, bah... Est-ce que Wembanyama est du au-dessus, coup, là, quoi. sur ce qu'on a vu, Chet a vraiment du coup cette avance-là pour être peut-être le rookie of the year? À l'instant T, oui. Parce qu'il Surtout va, tant qu'OKC il va avoir un jouer meilleur comme ça. bilan. Il aura un meilleur bilan. Mais oui, mais tant que... Alors, oui, il y a meilleur Collectif. bilan et meilleur bilan. Tant qu'ils sont deuxième à l'Ouest, c'est difficile de dire qu'il n'a pas contribué à ce que son équipe soit là aussi. Et dans ce cas-là, on va juger aussi le bilan. S'ils ne font pas les playoffs directs, s'ils finissent 8e et qu'ils font un play-in, ça sera un petit peu différent. D'accord? Pour moi, le bilan exceptionnel, parce qu'il est exceptionnel, le bilan d'OKC, bah, il plaide aussi en la faveur de Chet. Et il a fait des actions d'éclat aussi dans ses victoires. On se souvient du tir face à Golden State. Ou des fois, il a quand même des faux airs de Kevin Durant. Hein. Même si c'est le sosie d'Abraham Lincoln Jr. Hein, Chatham. Tu peux m'en faire Kevin Durant avec l'accent comme ça? Kevin Durant. Ok, ça marche. KD. Et tu dis LeBron ou LeBron, toi? LeBron. Bah, LeBron, mais bien Il sûr. est français quand même. Non, regardez l'image d'Abraham Lincoln et Chet, c'est vrai quelque que chose, hein. c'est quand même... Il y a une ressemblance. Il y a une affiliation, ouais, exactement. Bon, on va suivre un peu l'évolution de Victor. Mais par contre, ne vous méprenez pas. Hein. On veut tous que ce soit Wemby le rookie de l'année. Sauf qu'après, il faut quand même avoir des notions objectives de ce qui se passe. Et pour l'instant, je pense que les Ricains nous donnent raison. Et me dire que le seul qui soit contre nous, Alors. c'est Gilbert Arenas, ça me rassure un peu, vu que c'est pas quand même le plus fini, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est pas le pingouin qui glisse le mieux sur la banquise. On a encore une etc. dernière question pour discuter un petit peu de Wemby. Moi, la marge de progression, par contre, parce que c'était un peu les propos quand même de Gilbert Arenas, elle se situe où? Qui a le plus grand, le plafond le plus haut? Là, par contre, c'est une question rhétorique, ça. C'est Wemby, évidemment. Si maintenant on est general manager, on est tous d'accord, on va tous prendre Wemby parce qu'il a 19 ans. Parce qu'à 19 ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. Oui. Et évidemment, il y a même pas de. Tu réfléchis même pas, tu prends Wemby en numéro 1. Voilà, sur cette question, c'est là où on va prendre en compte l'âge. Mais bien sûr, Le exactement. potentiel, le talent, la hype, là, oui, Wemby est devant, il n'y a pas de souci. C'est surprenant quand même que Gilbert Arenas n'ait pas compris la question. Ah si, c'est normal. Ancien joueur de Washington Wizards, Gilbert Arenas. Voilà, vous vous souvenez sûrement de ce nom un peu. Très très bon joueur. Agent zéro. Dans les Numéro 0, et vous savez quoi? J'ai appris il n'y a pas longtemps que Tatum aurait pris le 0 en hommage à Gilbert Arenas. Comme Bilal d'ailleurs. En espérant qu'il n'ait pas les mêmes idées que le joueur dans les vestiaires. Non, mais tant que c'est un bon joueur, ça me va, moi je m'en fous. Bon, l'équipe préférée de Paul, les Celtics de Boston et J'aime Jason beaucoup, Tatum. T'aimes beaucoup, hein? On va parler. Ils vont bien jouer. Et je pense que le tournoi là, qui a lieu à Las Vegas, ils sont pas là. Non, Ils seront pas en demi, non. Ils ont Non. été sortis hier soir, à notre grand regret à tous. Tout à fait. non c'est les Pacers, c'est bien les Pacers. Allez, on va parler des Lakers ensemble, messieurs? Allons-y. Hein?
dans le débat de la semaine. Bon, Paul, t'es prêt? Oui. Parce que là, ça allait bien pour toi. Ça allait. Les Lakers sont pas très hype. On les attendait bien plus haut dans la conférence Ouest. Très irréguliers, les Lakers, de LeBron James et d'Anthony Davis, les deux stars qui doivent porter cette franchise en play-off, peut-être au titre, voire déjà au final NBA. Vous voyez le classement, là, pour l'instant, c'est 7e. Il y a 12 victoires, 9 défaites, donc c'est un peu presque équilibré, mais c'est positif. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires et 4 défaite. On va se poser la question de savoir si cette équipe, telle qu'elle est construite, a une marge de progression, c'est-à-dire qu'elle est peut-être un peu en rodage et elle va progresser avec le temps. Et puis il faut leur faire confiance aux LeBron James et Anthony Davis, ou alors on coupe tout, on casse tout, on essaye d'ajouter des pièces manquantes, surtout à l'arrière peut-être, et puis on voit si ça peut améliorer l'équipe. Rudy, il est déjà avec sa tronçonneuse. On continue ou pas? Écoutez, je pense qu'il est trop tôt pour tout casser. L'équipe n'a pas encore été au complet. Il y a eu énormément de blessés. Let the police do his job. Exactement. As soon as possible. Le 5 de départ, tiens. D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Taurean Prince, Anthony Davis. Déjà pour petit peu... non, alors Austin Reeves a été sorti du 5 de départ. Hein. Très bien, Voilà, ok. Remplacé par Cam Reddish maintenant. Voilà, Cam Reddish qui a été Reddish blessé, qui dépend. a arrêté d'être dans le 5 aussi, du coup, du fait de sa blessure, et qui a été très bon quand il était dans le 5 aussi. Ouais, Ok. c'est vrai. Est-ce que c'est un 5 qu'on maintient avec le nom que tu viens de nous citer, ou est-ce qu'il faut déjà essayer de Non, mais il faut attendre. chercher des mecs Déjà, du banc ce pour... que veut faire Rob Pelinka, a priori, d'après The Athletic, qui cite une source interne au club, ils vont pas tout casser là, le 15 décembre dès l'ouverture du marché des transferts. Il va attendre. Pelinka, on sait, c'est souvent aux alentours de février qu'il commence à faire son ouvrage. Donc, ils vont attendre que tout le monde soit rétabli. Là, il y a Gabe Vincent qui va revenir, il y a Shimura qui était blessé, il y a eu énormément de blessés. Donc, ils ont envie de voir comment tout va tourner ensemble avant de faire des choix. Et effectivement, on parle de transfert, d'un échange avec Chicago. On parle de DeRozan, de Caruso. Caruso, l'ancien chéri du Staples Center, Crypto.com Arena désormais. Donc moi, j'ai envie de dire, patientons. Attendons encore quelques semaines, voir comment ça évolue avant de prendre une décision aussi radicale. Pas de panique. Pas pour l'instant, pas tout de Ok. suite. On se souvient que les Lakers, la saison dernière, c'était un peu le même schéma. C'est-à-dire que le début de saison régulière très très slow, et passé le All-Star Break, ils avaient vraiment mis un coup d'accélérateur pour bien se positionner en Et play. alors leur principal problème pour l'instant, si je peux terminer sur eux, c'est la réussite à 3 points, avec énormément de joueurs qu'on attendait donc on attendait Taurean Prince, Christian Wood et aussi Austin Reeves, qui a eu beaucoup de mal à digérer son mondial. On le voit physiquement, il était cuit en début de saison. Donc eux, ils ont vraiment des pourcentages à 3 points très inférieurs à leur moyenne habituelle. Donc ça, va falloir régler ça. Je pense que c'est une question de temps, mais bon, après de dire qu'ils vont être champions... Il leur faut juste des shooters? Pas uniquement, faut voir. J'ai envie de voir comment avec tous les joueurs à 100%, j'ai envie de voir ce que ça donne avant de prendre une décision radicale. De ce que tu as observé, Fred, l'équipe est bien construite et Alors sur le papier, elle est bien construite. Ouais. Oui, sauf qu'effectivement, il y a eu beaucoup de blessés. Gabe Vincent, alors déjà, il n'était pas très en forme. Il a joué que 4 matchs, c'est très peu. Alors même ces 4 matchs, c'était pas terrible d'ailleurs. Mais il a eu du mal à se mettre dans le truc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand moi, je dis Angelo Russell, je pense que je pourrais m'arracher un bras pour lui jeter au visage tellement je le déteste. Ah ouais? En fait, il est tellement talentueux d'un côté qui va passer tellement à côté au match suivant que c'est très compliqué. Mais je crois qu'il a tout résumé. Il y a eu tellement de blessés, ils n'ont pas vraiment pu jouer ensemble tous les matchs. Je crois qu'il y a 3 joueurs sur l'ensemble qui ont joué 21 matchs. Ça fait très très peu. Et dans ces 3 joueurs, il y a Christian Wood. Christian Wood qui est aussi bien en deçà de ce qu'on attendait. Parce que finalement, il y a eu un moment où Anthony Davis était un peu moins bien, même si là, il vient d'enchaîner 8 double-doubles de suite. Je me dis qu'à un moment, je pensais qu'il allait prendre le relais. Lui c'est une vraie déception. Parce que tu signes au minimum. Tu as quand même la garantie d'avoir un petit peu en sortie de banc, un petit peu de trucs, tu l'as pas. Lui, pour moi, c'est une déception. Mais sur le reste, laissons un petit peu tout le monde revenir, tout le monde trouver son rythme. Je pense que l'équipe est plutôt bien construite. Si on peut échanger D'Angelo Russell, parce qu'en plus c'est mon équipe, je vous dis juste, les Lakers, je suis un grand fan. Si on peut échanger D'Angelo Russell, pour moi, c'est tout bénef. Mais sinon, sur le reste, les joueurs sont plutôt intéressants, ils sont plutôt complémentaires. Et Vanderbilt vient de jouer son premier match là contre Houston. Vanderbilt, c'est un mec versatile, capable de défendre sur à peu près tout le monde. Donc, laissons un peu le temps au temps. Ok. Exactement, belle citation. Rudy.
Je suis moins convaincu que ces messieurs. Hein. Après, peut-être parce que je ne suis pas supporter des Lakers. Non, c'est objectif. Bon, moi, je trouve que c'est une équipe qu'on surestime, je pense, un peu trop. Oui, sur le papier, elle est bien construite, mais on voit que sur le terrain, finalement, ça ne prend pas. Il y a certes beaucoup de blessés, mais ils reviennent quand même. Depuis quelques matchs, ça revient. Et si on regarde finalement, ils sont à 12-9, mais le bilan, et je trouve que c'est maquillé, parce que leurs 12 victoires, c'est beaucoup sur des équipes qui sont en deçà de la 10e place. Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, et leur défaite, c'est face justement à des équipes qui sont au-dessus de la 8e place, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Ce qui veut dire... J'ai fait leur match à moins 44 ans. J'ai passé un moment exquis. Donc, ce qui veut dire que c'est une équipe qui finalement bute face à des grosses écuries, et qui arrive plus ou moins à s'en sortir face à de faibles, des écuries un peu moins flamboyantes. Mais encore, c'est léger. Ça gagne de 3 points et tout. Si on regarde leur stats, leur différentiel, ils sont à 1 point. Donc, ils sont à 112 au niveau offensif, 113 au niveau défensif. C'est pas... Voilà. Donc, je trouve que c'est une équipe plutôt moyenne aujourd'hui. Donc, oui, si je dois être optimiste par rapport à mes camarades, attendons Gabe Vincent, Vanderbilt qui reviennent, mais c'est des joueurs qui n'apportent pas non plus en termes de points. À part peut-être donc Vanderbilt, peut-être défensivement, Gabe Vincent peut-être dans l'organisation. Hachimura en sortie de banc aussi. Ouais, mais Hachimura, après j'ai regardé les stats des autres joueurs qui pour l'instant jouent actuellement, et finalement D'Angelo Russell on le critique, mais il a 17 points de moyenne, c'est sa moyenne en carrière aussi, sur les années précédentes. Les pourcentages sont quasiment kiff-kiff aussi pour tous, à part Christian Wood qui est largement en deçà, les autres maintiennent plus ou moins leur niveau, donc... On critique, on est là en train d'attendre que les blessés reviennent, et quand ils reviennent, ça bouge pas. Je pense que c'est une équipe, finalement, sur le papier, peut-être oui, mais est peut-être surestimée. Après, attendons. Tu penses qu'elle est justement à son plafond, cette équipe ? Moi, je pense qu'elle est à son plafond. LeBron, il est à fond. Anthony Davis fait une bonne saison. LeBron, c'est le frère de LeBron, on est d'accord ? LeBron, hein. Mais moi, d'abord, je l'aime pas. Je le dis clairement. Mais alors, par contre, je veux quitter le plateau. Je veux quitter le plateau. Il a dit qu'il n'aimait pas LeBron. Pas tout de suite. Il a dit LeBron. On a encore une demi-heure à faire. Je suis pas fan, mais voilà. Bon. Après, chacun son truc. Justement, sur la performance des deux stars, là, AD et LeBron James, est-ce qu'elles, pour vous, elles répondent présent ou est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'un supporting cast pour essayer justement de faire que la machine se lance ? Le souci, finalement, c'est qu'on a l'impression que pour être compétitif, les Lakers ont besoin d'un LeBron et d'un AD à bloc, quoi. Ce qui n'était pas prévu au départ. Voilà, LeBron devait jouer moins, devait être un peu ménagé par rapport à ses minutes. Ils ont commencé, ils ont vu que ça marchait pas. Ils ont dit ok, tu vas jouer 50 minutes comme d'habitude. Ouais. Donc là, ils sont à bloc. Donc on sent que les deux là, oui. Là, ils sont à bloc. Mais parce qu'il est blessé. Et alors donc le coach Darvin Ham, il joue un peu les apprentis sorciers. On a l'impression qu'il faille des cours. Des fois, il met Jackson Ice. Après, il le fait plus jouer pendant 3 matchs. Il teste Max Christie. Ça tâtonne encore beaucoup. Donc encore une fois, j'attends qu'il y ait l'équipe au complet pour voir ce que ça va donner. Et advienne que pourra finalement. T'es positif. Il faut rester positif dans la vie, c'est important. Aujourd'hui, ça montre que justement avec un LeBron au top et Anthony Davis au top, cette équipe, elle plafonne. Donc voilà. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas penser à trader dès le 15 décembre D'Angelo Russell. Justement, restons un peu sur D'Angelo Russell. Non mais D'Angelo Russell et un Kinder et on prend un joueur. D'Angelo Russell, c'est un contrat de 2 ans à 36 millions. Donc 18 millions de dollars la saison. Est-ce qu'on peut trouver un équivalent à ce tarif-là de un retour du Caruso. On le souhaite tous, de l'appel de Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à D'Angelo ? Les playoffs. Nul. Non, mais c'est peut-être en playoff surtout. L'an dernier, il a clairement montré. Non, peut-être pas un joueur de profil. C'est son irrégularité que je reproche, et c'est le fait qu'il défende pas une cacahuète non plus. Il est un peu le talent il y est. Le talent il y est. Je blague volontairement, je noircis le trait, mais concrètement, c'est un mec qui a beaucoup de talent, évidemment. Mais c'est vrai que dans une équipe comme les Lakers, quand on a ces 2 joueurs qui sont en bloc et qui ont besoin d'avoir des joueurs autour pour les aider, pour être là, pour enchaîner les victoires. Et franchement, D'Angelo Russell, il n'est pas fiable, quoi. Surtout après ses déclarations de début de saison, il dit je veux être comme Derrick White, défendre comme lui. Il l'a fait un match, quoi. C'était ça. C'est ça. Et sur les lignes arrière, du coup, qui peut être consistant là dans l'équipe des Lakers que l'on a aujourd'hui pour alimenter, mettre des points et... Ça va déjà, Reeves et Russell, ça va pas, quoi. Enfin, c'est l'un ou l'autre, quoi. Okay. J'ai l'impression que les deux ensemble, et puis ils sont ciblés toujours en défense. Enfin, Reeves était déjà ciblé au mondial, d'ailleurs. Donc... Moi, j'attends beaucoup de Gabe Vincent. Effectivement, pas au scoring, mais je pense qu'il amènera le ballon où il faut. Et, Vincent Reeves, ça pourrait être un bon duo. Ah oui, ça peut être sympa. Je pense que pour les Lakers, il est nécessaire que Reeves monte d'un cran
Il est sur ses moyennes de l'année dernière. Hein. Ouais, mais Mais justement, même légèrement plus. mais j'ai Ouais, mais l'impression justement, là, normalement, il doit confirmer Oui. sa saison, et justement, en performant un peu plus. Et là, justement, il stagne. Donc Stagne un ça, peu. c'est un problème. C'est les points peut-être qui manquent aussi physiquement, aux il- Et Lakers. puis, je le vois pas, tu parlais de stagnation, moi je le vois pas, encore une fois, mon histoire de plafond, avec un plafond haut, notre ami Austin. Hein. Ouais, et Hachimura. Et Hachimura, c'est pareil. Je trouve que Il lui a aussi, beaucoup blessé. il faut qu'il. C'est à lui aussi de monter d'un cran. Il est pareil sur ses standards, mais il faut qu'il monte d'un cran. Si ces des joueurs-là montent d'un cran, qui viennent aider justement les D'Angelo Russell, s'il part pas, Non, mais oui, LeBron, s'il performe toujours, et Anthony Davis, je pense que c'est une équipe qui peut gagner certains matchs qu'ils perdent aujourd'hui face à des grosses écuries. Un mot sur LeBron James qui a déclaré, vous encore avez suivi un petit peu les déboires de son fils. Je déteste Rudy, il a dit. J'ai pas compris. Le fils Bronny, avec des soucis cardiaques, a été éloigné des terrains et qui a été récemment autorisé à reprendre la compétition. Et LeBron James a déclaré qu'il serait prêt à rater un match des Lakers pour aller voir jouer son fils. Voilà. Alors moi, ça me fait penser à cet énorme coup de gueule de Jasikevičius après un match, parce qu'il y a 27 joueurs qui étaient partis parce que sa femme a accouché, et qu'il y a un journaliste qui lui dit « Mais vous vous rendez compte, vous avez laissé partir le joueur ?» Il dit « T'as des enfants, toi ? Tu sais pas ce que c'est. Ça, c'est important dans la vie. Nous, ce qu'on fait, c'est des conneries. En fait, on court après un ballon. Les choses importantes, c'est ça. Et donc, en gros, ferme ta bouche parce que tu sais pas ce que c'est la vraie vie. » Et je suis d'accord. La vraie vie, c'est ça. LeBron, c'est avant tout un père de famille. Oui, c'est un joueur de basket, mais la vraie vie, c'est s'occuper de ses enfants. Et il a eu quand même... Franchement, ça a été chaud. Oui. On a tous, rien que d'y penser, moi, Arrêt cardiaque, le fils. problème cardiaque pour ses enfants. Bon, franchement, c'est affreux. Donc, fuck le basket, et les enfants, c'est plus important. Et surtout qu'on parle d'un match de saison régulière, finalement, il y en a 82, voire 83 s'ils vont en finale. Et d'ailleurs, il pourrait faire son retour dimanche, enfin ses débuts avec USC dimanche, Bronny. Petit Bronny. Donc c'est-à-dire que si les Lakers ne sont pas en finale de in-season tournament, ce que je crains malheureusement, ils pourraient y aller sans rater un match. Je confirme, ils vont perdre ce soir. J'en ai bien peur. On va voir. Bon, Jasikevičius, on peut... C'est moi qui le fais ce soir. Alors, je penserai à vous, les amis. Alors, si on doit regarder le début de saison, ils gagnent 2 fois contre les Suns, mais c'était en début. Là, je pense qu'avec Booker, c'est mort. Je pense. Et Vanderbilt. Vanderbilt, à voir. À voir, on va voir ce que les Lakers Allez, vont faire. Suns. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Hein, Espérons. ouais. Encore. En bien. En Moi, bien. je ne serais pas invité, vu que ça serait un jeudi, mais... Ouais, les on en jeudis, parlera ouais. bien. Tant mieux. Bon, alors on va continuer à rester dans la conférence Ouest. On va parler d'un revenant qui performe, certain Zion Williamson. On l'attendait plus, notre ami Zion Williamson du côté des Pelicans. Il est en train de prendre son envol. Le jeu de mots est assez simple, mais en tout cas, il est sur le terrain. Et ça, c'est déjà une bonne chose pour lui. On craignait pour sa santé, son hygiène de vie, justement. Il a l'air de tenir le choc. Les jambes, le genou, la cheville, le dos, enfin, tout va bien. Donc, il performe. On se refait peut-être un petit point sur les saisons de Zion. Et on va partir de 2019-2020. Donc, blessure au genou droit, 24 matchs joués simplement. La saison d'après, c'est 61 matchs joués. La saison encore d'après, 0. Fracture du pied droit. Et là, sur la saison 2022-2023, c'est 29 matchs joués. Et sur cette saison, pour l'instant, il est valide. Il est sur le terrain, il est plutôt performant. Son équipe est pour l'instant en play-off. Un mot déjà sur son début de saison encore avec toi, Fred. Je ne sais pas si tu l'as commenté pour Monté hier. Bein, voilà. Dans une victoire d'ailleurs. Dans une victoire, où il n'est pas bon du tout d'ailleurs. Il n'est pas bon du tout. Mais comment tu le perçois maintenant? Est-ce que tu le vois progresser? Est-ce que c'est un joueur maintenant qui a l'air d'avoir confiance en son physique? Dis-nous. Non. J'ai beaucoup de mal à le dire parce qu'effectivement, il fait des stats, il fait ce qu'il faut, il est physiquement au-dessus du lot dans son physique, dans son gabarit, dans sa capacité à sauter, etc. Ouais. Et il comprend le jeu, il a des mains en or. Parce qu'on oublie souvent, parce qu'on pense toujours à Zion Dunker, mais il est aussi capable de faire des lay-ups main droite, main gauche, avec beaucoup de touchés. Mais hier, j'ai vu un mec aussi gros que moi, quoi. Ah, donc physiquement, tu l'as pas vu encore être... Hier, j'ai vu un mec aussi gros que moi. En fait, le mec domine parce qu'il a un talent physique incroyable et aussi technique, je viens de le dire. Ouais. Mais je crois que son hygiène de vie, elle est déplorable. Le mec est vraiment gros, en fait. Et c'est pas normal. À un moment, il doit trouver une solution. Moi, je peux comprendre que quand on arrête le basket... Gros ou... Non, il est gros. Costaud? Non, costaud, c'est bien. Gros, c'est mal. C'est-à-dire avec... Il y a du bidon, quoi. Le mec a du bidon, c'est pas possible. On le voit dans son short, le mec, il lui dit une taille de plus, c'est pas grave, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il fait pas d'efforts. Il peut être dominant, parce qu'encore une fois, il est jeune, parce qu'il est physiquement, il est... le mec, t'as plus d'1 mètre de détente. Oui, à un moment, t'es dominant, quoi. Et avec ses qualités techniques,
moi je suis désolé, je pense qu'il ne va pas tenir la saison. Tu vois pas. S'il ne fait pas attention plus que ça, il ne peut pas tenir la saison. Il n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est pas possible. Ok. 23,5 là pour l'instant, 56% au tir, quasiment 6 rebonds, 5 passes. Rudy, il tiendra la saison, Zion, à ce niveau-là? Bah, c'est la question. Là, pour le moment, il a 18 matchs. Il est sur le même standard en termes de stats que sa première saison, finalement. Sa saison rookie, où il fait que 24 matchs. Ah non, mais il est fort. Quand il joue, il est fort. Donc, Il y a rien à dire. on sait que c'est un joueur qui est dominant physiquement et qui a des très grosses qualités techniques, même au shoot. Mais à l'heure actuelle, moi, je le trouve, il joue. Il joue. Je pense qu'il prend sa place dans l'effectif. Il a la chance d'avoir un super effectif et tout le monde est en train de trouver sa place aussi. Non, il faut juste espérer qu'il puisse jouer plus de 25 matchs ou 30 matchs dans cette saison. Et voire même aller au bout et peut-être passer un tour de play-off avec cette équipe-là. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a rien de fabuleux sur le retour de Zion. En soi, qu'il soit sur le terrain, c'est pas déjà quelque chose? À part qu'il soit en bonne santé. Voilà. Okay. Qu'il soit en bonne santé, mais jusqu'à quand? Alors, en tout cas, il fait déjà partie de l'histoire de l'NBA. Il a des chiffres assez historiques. 131 matchs joués en carrière et 25, quasiment 26 points de moyenne à 60%. Paul. Ils ont une super équipe. Ils ont une super équipe, les Bells. Hein. Et tout le monde est revenu là. Tout le monde est revenu. McCollum, Ingram qui a joué hier à un niveau incroyable. Valanciunas qui peut vraiment apporter. Trey Murphy aussi, pas mal. Très bon, effectivement. Herb Jones aussi, qui est très bon. On a le petit, là, comment il s'appelle Alvarado, lui, qui va te donner du rythme. Ouais. Mais je pense que Willie Green, il pète les plombs parce que je pense qu'il aimerait voir Zion en plus en état de forme physique. Parce que, en fait, on a l'impression que cette équipe n'a jamais joué ensemble. Et il y a un potentiel fou. Et je me dis qu'il risque de tout gâcher encore une fois, Zion. Il ne fait pas que des enfants des actrices porno, il fait aussi des bêtises. Oula. Alors, on va revenir sur, pas sur les actrices, mais sur l'équipe de Ménard Global. Moi, je veux qu'on revienne avec toi, Paul, sur ce chiffre. 25,5, 60% au tir et quasiment 7 rebonds, 4 passes, 131 matchs en carrière. Ça n'a jamais été fait en NBA, en fait. Quelqu'un qui tourne en carrière à plus de 25 points et 60% de réussite, ça serait une première. Donc, c'est déjà quand même un marqueur important. Mais après, au-delà du physique, j'ai l'impression qu'il ne sera jamais maigre, ce garçon. Non, mais en fait, il y a une différence entre maigre et physiquement prêt pour la NBA. Et franchement, hier, j'ai vu un mec, un petit gros, en fait. Je suis désolé, un petit gros. Et on n'a rien contre les petits gros. Hein. Moi, je suis l'inverse, je suis un peu grand, moi aussi. Sur l'impact qu'il a dans son équipe, justement, on sait qu'il est performant. Tu parlais de Brandon Ingram, tu parlais de... qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'équipe? Herb Jones, etc. CJ McCollum. CJ McCollum, merci. Est-ce que finalement, c'est un joueur parmi tant d'autres? Non, clairement, Ingram et lui, c'est les deux leaders. Et je crois qu'ils ont eu une réunion justement pour redistribuer les rôles de chacun. Et tout le monde a compris. Les deux boss, c'est Ingram et Zion. Est-ce qu'il ne faut pas justement, au vu du physique, où on sait qu'on va peut-être pas pouvoir compter sur lui toute la saison, répartir un peu mieux les rôles dans cette équipe, quoi? Mais il joue déjà que 30 minutes par match. C'est surtout qu'il est super performant, en fait. Ouais. Comment tu peux pas te permettre de dire, ok, il est pas bien physiquement, on le met pas. Non, on le gère. LeBron, il joue 30 minutes. Il joue 30 minutes, donc il le gère déjà. C'est juste que aujourd'hui, oui, lui demander, vu son physique, comme dit Fred, lui demander de performer encore plus que ce qu'il ne le fait aujourd'hui, peut-être pas. Et en plus, justement, pas performer plus, mais avoir une hygiène d'un sportif de haut niveau, simplement. Bon, c'est peut-être à lui de faire cet effort-là. Cette démarche, Aujourd'hui, il y a Ingram autour, il y a CJ McCollum, donc le ballon se partage, ce qui fait que cette équipe performe malgré les stats actuelles qui sont bonnes en plus. Une vraie team. Depuis la réunion de Dallas. Donc là, on est en train de dire que s'il performe à un moment donné, il performe vraiment avec un bon physique, c'est une équipe qui va être. Et à l'inverse, s'il se pète, est-ce que l'équipe peut continuer sur sa lancée ou pas? Moi, je pense qu'elle est équilibrée mais après, il faudra. Larry Nance, il faut le récupérer aussi, par exemple. Si lui s'en va, il faut le récupérer parce que l'année dernière, il fait plutôt une bonne saison. Cette année, il a été blessé et quand il a été là, il a été moins bon. Ça se voit pas forcément dans les stats d'ailleurs. Exactement. L'apport de Larry Nance. Et c'était un des instigateurs de la réunion après la défaite à Dallas. Exactement. C'est ces vétérans là qui t'aident, qui permettent de donner l'orientation à l'équipe. C'est un joueur hyper important. Non, moi je pense que ça peut jouer sans lui.
mais ça ne peut pas jouer les très hauts tableaux sans lui, en fait. Ils sont à 8-4 depuis qu'ils ont fait la fameuse réunion. Et alors, pour Zion, au-delà du physique, ce que je disais, c'est qu'on sent même dans son attitude qu'il y a quand même eu une évolution, parce qu'il était vraiment boudeur. Déjà, c'est pas un leader vocal, il l'a jamais été, comme Ingram d'ailleurs, hein, c'est un point commun qu'ils ont tous les deux, mais il était boudeur en début de saison et tout. Et on sent que cette réunion a changé. Ils ont fait après des entraînements particuliers, lui et Ingram, avec James Borrego, l'adjoint de Willie Green. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et ils montent vraiment du cœur à l'ouvrage. Il y a un collectif qui se crée. Après, ça peut être que le physique, c'est ça qui peut coincer à un moment. Le physique. Mais par contre, si le physique tient, il pourra embêter beaucoup d'équipes. Alors juste sur le physique, on va terminer là-dessus. Ton expérience, Fred, de sportif de niveau, on sait que ça fait partie de la fiche de poste que d'arriver en forme, de rester en forme pour pouvoir être performant sur le terrain. L'Europe et les États-Unis, c'est deux mondes complètement opposés. Mais en fait, c'est les salaires qui changent tout. C'est-à-dire qu'avec ce genre de salaire, tu peux te permettre d'avoir un cuisinier à domicile et tu peux te permettre de lui dire de te faire des plats justement pour faire attention. En fait. Mais quel impact une franchise ou un coach peut avoir sur son joueur pour lui indiquer un peu la bonne marche à suivre? C'est un peu ça ma question, quoi. En fait, quand on est à ce niveau de starification, je pense que pas beaucoup en fait. Tu peux lui dire, tu peux lui expliquer, tu peux lui faire des réunions, tu peux le prendre entre quatre yeux, tu peux lui mettre la pression. Mais c'est à peu près tout en fait. Et vous, on vous disait quoi quand il y avait retour de vacances avec... qu'il faut travailler pour, mais nous on prenait pas 25 kilos pendant la saison en fait, tu vois. On était plutôt à peu près sérieux. Et en plus, comme la plupart des joueurs avec qui j'ai joué, c'était des mecs qui étaient en équipe nationale, l'été, tu n'avais pas vraiment d'été, c'était pas la même chose. La NBA, il faut gérer quand même un temps de travail très court et un temps de repos très important quand même. Il y a beaucoup de bonne nourriture en plus à la Nouvelle-Orléans, notamment tout ce qui est frit. Sans cliché, je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour manger aussi. Non, mais il y a vraiment une très bonne cuisine. Il y a une bonne cuisine. Tu peux en parler. Non, pas la Nouvelle-Orléans. Hein. Orléans, oui. Orléans, oui. On mange bien à Orléans d'ailleurs. Ils ont une belle salle aussi d'ailleurs. Une belle salle, le Comet, ouais. 7000 places, apparemment c'est plein tout le temps. C'est plein tout le temps et on est très content parce que c'est vrai qu'avant le gymnase qu'ils avaient, c'était pas plein. 2005. Et c'était pas toujours plein. Et là maintenant, cette salle magnifique, elle est pleine, ça c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, voilà, les projets de salles en France fleurissent et ça remplit un petit peu partout en France. On attend la salle de Paris là d'ailleurs en février. Ça va être sympa aussi. L'Arena de Porte de la Chapelle. Exactement. Bon, on va discuter un peu avec basket, mais pas que, avec notre invité consultant et membre de la famille Hype du jour, Fred Weiss. Je me sens pas bien. Quelques minutes là, qui nous restent pour évoquer l'après-carrière du sportif de niveau que tu as été, Fred Weiss. Je voudrais qu'on resitue un petit peu la fin, déjà, pour ceux qui ne t'ont pas forcément vu jouer, et puis les projets que tu mènes aujourd'hui, notamment celui d'être acteur, d'être consultant aussi dans les médias. Et moi, je voudrais te poser une question globale. Est-ce que tu considères que ton après-carrière et ta reconversion est une réussite et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place pour faire en sorte que ça fonctionne, quoi? Alors, je trouve que ça serait hyper prétentieux de dire que c'est une réussite. Je pense que je suis sur le bon chemin et que je fais ce que j'ai envie de faire. En tous les cas, j'ai de la chance de pouvoir choisir ce que je fais et faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est déjà un grand luxe. Mais je pense que quand j'aurai arrêté de travailler, je pourrais considérer que c'est une bonne après-carrière ou pas. C'est pas à moi de le juger, mais encore une fois, j'ai de la chance d'avoir des opportunités. En plus, comme je suis plutôt courageux par rapport à ça, je les saisis. Et donc je profite, oui. Un livre, jusque-là ça va, écrit par Geoffrey Charpie, donc une biographie autour de ta vie de sportif et ta vie de Fred Weiss. Hein. C'est ça. Voilà, on y apprend beaucoup de choses, des moments de gloire et de joie, et des moments un peu plus compliqués. Un poste de consultant chez beIN Sport. Oui, sur RMC aussi. Et sur RMC également, donc Basket Time et NBA Extra. Et les grandes gueules du sport. Et les grandes gueules du sport. Je me suis mis à plein de sports différents. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Chaque week-end, chaque samedi d'ailleurs. Assez fréquemment. On a des convocations un peu comme au foot, mais ouais, ça arrive fréquemment. Et donc acteur dans un film qui s'appelle L'Abbé Pierre, qui est... Une vie de combat. Une vie de combat, exactement, qui est au cinéma actuellement. Il y a plus de 700 000 personnes qui ont été voir ce film, et notamment Fred. Comment t'es arrivé d'ailleurs dans ce business, entre guillemets, du cinéma Alors c'est assez drôle. En fait, sur Instagram, on cherchait des gens avec mon profil, donc très grands. Donc ils sont allés sur les basketteurs, ils ont cherché tous les basketteurs. Et il y avait un problème ethnique, il fallait quelqu'un de blanc. Donc un basketteur grand, blanc, il n'y en avait pas tant que ça finalement. Donc j'ai été un des premiers à les appeler. Et je ne savais pas, parce que je suis nul dans les réseaux sociaux, que j'avais mon numéro sur mon Instagram. Donc elle m'a appelé grâce au numéro d'Instagram. Et donc j'ai répondu et elle m'a proposé directement de faire un casting. Et comme je vous l'ai dit, moi, les opportunités, j'essaie de les saisir. J'ai tout de suite dit oui, parce que je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui va se passer?
je suis recalé au casting. Ouais. Et c'est pas très grave parce que c'est déjà une expérience fantastique. Première expérience de Première expérience, ouais. théâtre, cinéma, enfin devant Première la expérience. caméra. Ouais, première mise en scène. expérience. Et j'avoue que j'avais un peu la pression, évidemment, mais j'ai tenté, j'avais peur, je dis la vérité, j'avais peur, mais je l'ai fait et voilà. Combien de temps de tournage? 13 jours de tournage. 13 jours de Qui est tournage. beaucoup pour un premier film, hein, clairement. J'ai eu la confiance de Frédéric Tellier, qui est un grand réalisateur. Donc j'ai été accompagné aussi. L'avantage, c'est que dans l'Abbé Pierre, il avait des compagnons. Et ces compagnons, c'était un peu comme une équipe. Donc c'est-à-dire que c'était très récurrent le fait de nous voir tous ensemble. Donc ça m'a beaucoup aidé, parce que le premier jour, tu arrives, tu connais personne. Le deuxième jour, tu les connais déjà. Ouais. Donc c'est que ça facilite beaucoup le truc. Et comme je leur ai expliqué assez rapidement que je n'y connaissais rien et que j'étais un peu perdu, ils ont été tous là pour m'accompagner. Les premières, souvent, c'est un peu compliqué. Ouais, il paraît. Il paraît. Qu'est-ce qui t'a le plus stressé entre ton premier match en pro et cette première expérience au cinéma? Alors c'est un peu différent parce que concrètement, mon premier match en pro, ça m'a plus stressé parce que c'était ma vie. Je jouais ma vie, moi, là. Alors que le cinéma, si ça se passait bien, c'était cool. Si ça se passait mal, c'était pas ma vie. Donc c'était un peu différent. Mais par contre, tu as une vraie pression. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une scène de combat. Bon, alors on n'est pas dans Matrix, les gars, ne vous inquiétez pas. On a une petite scène de combat qu'on a répétée avec un cascadeur. Et j'ai le réal qui vient me voir et qui me dit « Fred, il faut que tu sois concentré maintenant parce que tout le monde t'attend pour tourner. » Et là, tu as un peu la pression quand même parce que tu te dis « Attends, il y a 200 personnes ici, là. Ouais. » Parce qu'avec tous les figurants, on était 200. Je dis « Waouh !» Et là, j'étais pas bien. Et il me dit « Tu reprends quand tu veux. » C'est pas du style, il donne l'indication. Je savais pas quand reprendre, je savais pas s'il fallait que j'attende trop longtemps. Enfin voilà, là, j'ai vraiment eu peur, oui. Festival de Cannes, ça te dit quelque chose ou pas? Ça me dit quelque chose, j'ai eu mal aux pieds pendant 15 jours après. Parce que pour monter les marches, j'étais obligé d'avoir des chaussures de ville. Je n'ai jamais de chaussures de ville. Okay. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont filé les chaussures et le costume. J'ai failli dire. Le costume. Parce que On te voit là, t'es ravi d'être là. Hein. Oui, je suis toujours. Moi, c'est ma tête normale, ça. Ouais, alors je sais pas si on a le droit, mais je veux remercier Size Factory. Parce que Size Factory, ils m'ont sauvé la vie. Parce qu'ils m'ont prévenu 15 jours avant que je le faisais. Et j'avais pas les tenues. Et ils ont tout fait pour m'aider, pour que j'ai les tenues. Ils m'ont filé les chaussures, qui m'ont fait un mal de chien pendant 15 jours. C'est facile, vu ta taille. Ben, c'est pour ça. Donc les mecs avaient tout ce qu'il fallait. Alors j'ai gardé ma veste à moi, mais ils m'ont filé le pantalon, ils m'ont filé le nœud pape, parce qu'il faut aussi un nœud pape. Donc vraiment, je les remercie, parce que sans eux, j'aurais pas pu avoir cette expérience. Est-ce que tu as croisé des acteurs hype? J'ai croisé... alors pas beaucoup, j'en ai croisé plutôt à l'avant-première parisienne, où là j'ai vu Elie Chouraki, qui est venu me voir en me disant « Fred, c'était top ce que tu avais ». Et là, franchement, moi, j'ai kiffé. C'était fini. Pour moi, j'étais un acteur. Je me la racontais. Je voulais signer des autographes dans la rue. C'était sur les champs. Alors, tout le monde s'en foutait. Personne ne me connaissait. Ouais. Et moi, j'avais envie, en tous les cas, de signer des autographes. Sur la reconversion, de manière globale, on sait que c'est pas toujours évident pour les sportifs de haut niveau de se resituer dans une vie, entre guillemets, traditionnelle. Qu'est-ce que tu observes, toi, de cette reconversion quand tu vois un peu les anciens footeux ou les anciens basketteurs qui sont beaucoup dans le basket? Est-ce que c'est normal, un conseil qu'on peut leur donner, ou est-ce que finalement, comme toi, on est en mesure de pouvoir prendre toutes les opportunités? Honnêtement, il faut prendre toutes les opportunités, clairement, mais c'est normal qu'on soit dans le basket. C'est notre premier amour, on a envie de continuer, on aime ça. Si on a joué aussi longtemps, c'est qu'on aime ça. Donc forcément, on a envie de rester dans ça. Si j'avais juste un conseil à donner, n'écoutez pas tout le monde, essayez de trouver vos amis d'enfance qui vous veulent du bien, pour vous orienter, pour vous aider. Moi, j'ai un ami maintenant qui m'aide, parce que j'ai eu une période un peu plus compliquée. Là, j'ai un ami qui m'aide, et d'ailleurs, David Pajot, il s'appelle. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand tu as un ami d'enfance qui est avec toi, qui t'accompagne, qui te soutient, parce que tu te sens un peu seul. Quand tu arrêtes, le téléphone, il arrête de sonner. Moi, quand j'entendais cette phrase, je me dis « Ah, c'est bon, arrêtez de dire toujours ça, c'est con, c'est une phrase de merde. Ça aurait pu être Paul qui la sortait, tu vois. » Et concrètement, mais il l'aurait pas dit comme ça, il a dit « Le téléphone. » Non, il aurait trouvé la sémantique pour le dire. Mais concrètement, c'est vrai, on t'appelle plus. Donc, les agents ne font plus le travail. Il faut t'appuyer sur tes amis d'enfance, c'est le plus important, vraiment. Question pour Fred? Oui, alors c'est justement sur cette bascule entre le côté sportif et acteur. Il y a Wemby qui en a parlé hier soir. Il a dit qu'il se voyait, il a fait sa première pub là, à San Antonio. Il se voit acteur assurément. Il n'a pas dit maybe, il a dit sûr, quoi. Donc est-ce que tu le vois aussi, lui, embrasser une carrière? Alors il a un avantage, c'est qu'il a une hype de fou. Donc même si c'est pas aux États-Unis, en France, il pourra le faire. Donc je trouve ça normal, c'est bien. On a l'habitude maintenant avec Wemby qui t'affirme des choses que les gens n'affirment pas normalement. Mais il a raison en général. Donc je pense qu'il peut être acteur, oui, il a un physique particulier, il est très reconnaissable, et il est très reconnu aussi. Donc je pense que oui, il sera acteur. En plus, il est très bon, il parle très bien anglais, il est intelligent, il est beau. Il est très à l'aise devant la caméra. Il n'a pas beaucoup de défauts, ce garçon, quand même.
Rudy, si tu avais une question, je la pose avant. Moi, je voudrais revenir aussi sur ton rôle de consultant. On sait que voilà, l'analyse du basket, tu connais que ce soit en Europe ou NBA. On en a parlé, nous, il y a 2 semaines, tout ce qui est lié à la liberté d'expression avec le consultant Bojan Demaris, qui avait démoli... c'était qui d'ailleurs, j'ai oublié. James Harden. James Harden, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que, pareil, en tant que consultant, on a cette liberté d'exprimer ses opinions, ou est-ce que quelque part, il faut quand même rester... J'ai toujours eu la chance de pouvoir dire exactement cadré. ce que je voulais. Partout où je suis passé, on m'a toujours laissé cette chance. À Bein aussi, d'ailleurs, on a le droit. Mais moi, je suis contre quand on attaque l'humain. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux sur le basketteur, et sur le sportif en général. Tu peux dire qu'il est mauvais, tu peux dire qu'on dirait qu'il a pas C'est ce qu'il a dit, il a pris 1 minute 30, 2 minutes pour... Alors concrètement... Pour démolir ses choix. Pour moi, Fred. oui, mais là, moi je trouve qu'il parle plus de la personne et ça m'a un petit peu gêné quelque part, parce que c'est pas forcément son rôle. En plus, le pire, c'est que je pense qu'il a raison, oui. mais ce discours comme ça, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi et tu vas pouvoir critiquer ce qu'ils font dans leur vie privée et c'est pas notre rôle. Alors quand je blague avec Zion qui fait ça, c'est une blague. Mais concrètement, à un moment, il faut respecter. Il y a une différence entre l'artiste, entre guillemets, et l'homme. Et il ne faut pas franchir cette limite. Bon. Pour toi, ça a été franchi. Pour moi, ça a été. Ouais, on n'est pas loin. Ouais. Ok. On parle du Big Camp un peu, parce qu'on sait aussi que c'est un événement qui te tient à cœur, l'organisation de camps de basket l'été, pour en former donc la nouvelle génération. Et les fonds sont reversés à des associations qui luttent. Alors, c'est contre l'autisme. Contre l'autisme, voilà. Concrètement, mon fils est autiste, donc j'ai pas vraiment beaucoup de mérite. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a reversé tout ce qu'on a touché. À un moment, clairement, je veux être très sincère, je pense que moi aussi, je vais me rémunérer un jour. Parce que là, ça fait 10 ans quasiment que je n'ai jamais pris un centime. Et à un moment, il faudra que moi aussi, je rémunère le temps que je passe sur le truc. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, pour l'instant, c'est vraiment de pouvoir aider au maximum, de continuer à grandir avec le camp. Parce que l'objectif, c'est d'aider les IME, les foyers de vie qui ont parfois des difficultés financières. Par exemple, dernièrement, on a réussi à faire une sorte de salle de sport, de musculation pour un foyer de vie. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin d'avoir des activités et ça coûte cher. Donc ils n'ont pas forcément le budget pour ça. Donc nous, on essaye d'intervenir dans ce genre de projet et c'est exactement ce qu'on va continuer à faire. Ça va être compliqué cet été. Parce que pour trouver des endroits pour le faire avec les Jeux Olympiques, c'est assez complexe de trouver, parce qu'il y a beaucoup de bases pour préparer les Jeux Olympiques, sûr, etc. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Là, je cherche et je m'arrache un peu les cheveux. Alors j'en ai pas beaucoup déjà, mais je m'arrache les peu de cheveux qui me restent. Ouais, c'est pas Rudy qui va t'aider. C'est pour ça que j'ai radé un petit peu et je dis Paul, comme d'habitude, le beau gosse, il a tout qui va bien. Excusez-moi. Bon, un plaisir de t'avoir, Fred. Ça faisait quelques semaines, quelques mois même. On est ravis. Je suis ravi d'avoir rencontré Rudy. Oui. J'ai trouvé très bon, à part quand il dit LeBron, sinon j'ai trouvé très bon. Bon, il progressera pour les fois prochaines. On remonte le bouquin pour finir cette émission, l'histoire du basketball, par Basket Rétro. Voilà, un bouquin préfacé par Boris Dio. Préfacé par Boris Dio, ouais. Merci d'ailleurs pour la précision. Boris qui est sur les terrains de Biscarrosse en ce moment, si vous n'êtes pas loin. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un autre joueur qui a repris là, à Antibes, à côté d'Antibes. Oui. Un certain... Ali Traoré. Oui, tout à fait. Qui a repris le basket. Golf Juin, en NM2. Oui, et qui joue avec je ne sais pas. Team Blue, son ancien coéquipier. Oui, d'accord, ok. Donc je peux vous dire que là-bas, ça joue avec un déambulateur. Une raquette un peu solide. Hein. Bon, on leur souhaite bonne chance à tous ces retraités qui se font plaisir en fin de carrière. Ils ont bien raison. Hein, ils aiment le basket et c'est une preuve de plus qu'ils aiment le basket. À quand Fred Weiss sur un terrain Non. C'est fini. Non, alors je joue avec mes potes, ouais. Mais c'est tout. Bon, très bien. Bah écoutez, on n'aura pas la chance d'avoir un nouveau moment. On pourrait jouer ensemble. Ouais, on va essayer, ouais, pourquoi pas. On va vous remercier, messieurs, on va conclure cette émission. On va remercier Rudy, Paul, merci à vous. Fred qui était notre invité consultant, qu'on espère revoir très très vite. Dès que c'est un mardi, je suis là. Exactement, et puis on va remercier Lucien Jean et toute son équipe en régie pour nous préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye. Yes.